Eh bien, Madame la directrice, chère Géraldine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amateurs de l'œuvre d'Henri Beauchot, chers amis, on lit dans le livre des mutations, modeste est le chemin de l'unité. Modeste est riche, comme un passage de troupeau, comme un poème, qui s'éloigne sous la cloche des transhumances. Lisant, je me disais, il faut écrire ainsi, presque au point de se taire. Est-il bien nécessaire de convoquer tant de beaux mots à ton mariage avec la nuit, à tes examens d'inconscience? L'homme avec la terre, dans le poème, fait-il œuvre de musicien? Ou le fécond est-il, entre les mots, un être de silence? La voix répond, il n'y a rien de nécessaire, sauf être là, à chaque instant, et de plus en plus. Ces quelques vers du poème Géologie, le premier recueil publié par Henri Beauchot, pour vous remercier d'être là. Aussi nombreux, aujourd'hui, pour célébrer ensemble l'an nouveau, bien sûr, toujours riche d'espérance, et aussi clore ensemble cette exposition en hommage à un écrivain qui a su aussi bien nous parler de l'importance du présent, de la présence, de notre présence au monde, dans lequel nous sommes de passage, invités à jouir de ce qu'il nommait la fête de l'existence. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de voir parmi nous plusieurs membres de la famille du poète. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous tous, amis et proches de l'écrivain, spécialistes de littérature et lecteurs de simple plaisir, artistes et amateurs de l'art, mélomanes et admirateurs de Jean-Paul Dessy, fidèles du musée et visiteurs d'un jour, mais vous verrez, essayer la Wittokiana, c'est l'adopter. Que vous veniez de la rue voisine ou que vous ayez, comme certains ici, traversé l'Atlantique, votre présence en ce lieu contribue à faire de ce moment une fête, en souvenir d'une grande figure de la création et de la pensée, un homme qui a traversé un siècle d'existence en mettant la littérature en dialogue avec l'art au service de ce qu'il appelait un plus de vie dans un plus de sens. Ce programme que s'est fixé Henri Beauchot est aussi celui de notre rencontre d'aujourd'hui à l'occasion du finissage de cette exposition. C'est un bonheur particulier pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui au double titre de commissaire de cette exposition et de présidente du magnifique musée qui l'a accueilli, présidente des Amis de ce musée. Je voudrais d'emblée dire ma profonde gratitude à la directrice Géraldine David, ainsi qu'à toute l'équipe de la Wittokiana et à ses bénévoles, parce qu'ils m'ont épaulé sans discontinuer depuis des mois et jusqu'à aujourd'hui pour concrétiser ce projet. Merci aussi aux prêteurs, et en particulier aux archives et musées de la littérature, et aussi à l'UC Louvain pour son soutien logistique et financier. L'exposition Henri Beauchot sous les mots, les images a commencé le jour anniversaire des 10 ans du décès de l'écrivain, le 21 septembre dernier. Elle a, en raison de son succès, été prolongée du 27 novembre jusqu'à aujourd'hui. Henri Beauchot était né à Malines le 22 janvier 1913. Nous sommes donc à quelques jours près du 110e anniversaire de sa naissance. Les jours des écrivains sont comptés. Leur œuvre est éternellement ouverte à l'avenir.
c'est-à-dire qu'elle dépend de la manière dont nous l'investissons, de notre propre regard et de notre propre vitalité. Dans ce musée, l'un des rares lieux consacrés aux arts du livre et à la reliure, dont nous devons l'instauration à Michel Huyttock, qui était un généreux bibliophile, il était judicieux de revenir sur l'œuvre d'Henri Beauchot pour montrer l'importance des arts visuels dans sa production littéraire et livresque. L'écrivain a en effet souvent trouvé son inspiration dans les arts. Il collait des images inspirantes sur ses cahiers d'écriture, il fréquentait des artistes, il a collaboré avec eux dans le cadre de ses livres, et lui-même a même tenté la création plastique et encouragé ses patients, dont il était le thérapeute, à pratiquer le dessin et la sculpture. Réciproquement, les plasticiens se sont amplement emparés de l'œuvre poétique et romanesque d'Henri Beauchot, et cela a donné lieu à des livres illustrés, à des livres de dialogue, à des livres d'artistes, mais aussi à des travaux de peinture, de sculpture, et même, et c'est un fait très rare, d'architecture, mais aussi à des installations, à des adaptations scéniques et musicales. L'œuvre est aujourd'hui close depuis 10 ans. Quel est le regard de la jeunesse contemporaine sur cette œuvre? C'est ce qu'a révélé le concours organisé à l'École supérieure des arts visuels de la Cambre, et je tiens à remercier les professeurs, Anne Goua et Pascal Lemaître, qui nous font l'amitié d'être présents dans cette salle, et qui ont accepté d'accompagner 33 étudiants dans un projet de création, au départ de 2 récits d'Henri Beauchot. Vous aurez pu admirer, j'espère, sinon vous le ferez sans doute après, la magnifique double affiche rouge de Ansel Kim, premier prix du concours, et la très inventive machine à lire de Colline Boudier. Ni l'une ni l'autre n'avaient pu être présentes lors de la proclamation des résultats du concours en septembre dernier, et nous sommes donc très heureux de les féliciter aujourd'hui. Alors je vais demander à Ansel Kim, qui est là, je crois, de me rejoindre, oui. Et est-ce que Colline est arrivée? Je crains qu'elle ne soit pas arrivée. Oui, elle est là? Colline? Je vais vous demander de me rejoindre ici. Ansel? Du coup. Ansel Kim travaille dans la section de narration graphique. Elle a travaillé sur le récit d'Iotime et les lions. Son affiche, vous le constaterez, et c'est ce qu'a déclaré le jury, son affiche est extrêmement efficace. Elle se remarque immédiatement et surtout, elle interpelle. Il y a une finesse du travail graphique qui va jusqu'au traitement du lettrage. Soyez attentifs, si vous ne l'avez pas bien regardé de près, il faut faire ça. Il y a aussi une fidélité remarquable à l'esprit du texte et aussi au style de Beauchot, c'est-à-dire extrêmement sobre, mais riche de résonance et porteur d'énigmes. Cette image, le jury a considéré qu'elle pouvait être une excellente couverture de livre ou bien d'affiche de spectacle, et nous avons d'ailleurs alerté les éditions Actes Sud à cet égard. Ansel Kim a remporté le premier prix dans sa section donc de narration graphique, et nous lui adressons tous nos applaudissements. Colline Boudier est dans la section du design du livre et du papier. Elle a travaillé sur un autre ouvrage, sur le chapitre Alcyon du roman Édipe sur la route. Elle a formé un livre-objet que vous remarquerez facilement à l'étage, un livre-objet en forme de machine à lire qui met l'accent sur le mouvement qui accompagne la lecture. C'est un support de bois, élégant, mais fragile, comme les héros d'ailleurs, fragiles, qui présente un cylindre autour duquel les pages du texte, dactylographiées sur de longues banderoles, peuvent se feuilleter en demandant au lecteur de se pencher, de se mouvoir. Donc le lien avec le récit est celui du mouvement et celui de la danse, puisque le héros, Clios,
appartient au clan des danseurs avant de devenir un nomade exilé comme Édipe et Antigone. Colline Bourdier a obtenu une mention spéciale du jury dans sa section. Un grand bravo à elle. Merci à vous. Et ne manquez pas, si vous n'avez pas vu ces œuvres, d'aller les voir tout à l'heure à l'étage. Les écrivains nous quittent. Leur œuvre nous reste. Qu'en faisons-nous ? Un des lieux de témoignage de la manière dont une œuvre transcende le temps et touche ses lecteurs est la constitution d'un volume d'hommage. À la suggestion de ma collègue Anne Reverso, qui est ici et que je remercie beaucoup, Anne Reverso est aujourd'hui la directrice scientifique du Fonds Henri Bochot de l'Université catholique de Louvain. À son initiative, le 12e numéro de la revue internationale Henri Bochot, qui est publié par les presses universitaires de Louvain, en collaboration avec l'Université de Rouen, s'est donné cet objectif. Et donc le voici, ce volume, certains l'ont déjà reçu et l'ont déjà dans les mains. Ces 320 pages montrent pleinement la fécondité de l'œuvre, la manière dont elle a suscité l'émotion, mais aussi la créativité, dans un cercle qui n'a fait que s'agrandir avec le temps. On y trouve le synopsis de l'exposition qui est à l'étage, dans son ensemble. On y trouve aussi la reproduction des travaux des étudiants de la Cambre. Et le livre réunit plus de 40 contributions de personnalités du monde des arts et des lettres, qui proviennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique et des deux Amériques. Il inclut un texte du fils aîné de l'écrivain, Christian Bochot. Les formes des interventions sont diverses. Des correspondances, certaines réelles, certaines imaginaires, des témoignages, des évocations des temps et des lieux de mémoire, des traductions en italien, en portugais, en ukrainien, des essais consacrés à l'œuvre, des travaux sur archives et aussi des créations littéraires, visuelles, théâtrales, musicales ou encore mixtes, comme la superbe installation Jubilation de la plasticienne française Hélène Mugot, qui a reçu en septembre dernier le prix Henri Bochot de l'UC Louvain. Ce volume fait donc entendre une grande diversité de voix. Il rend visible à quel point Henri Bochot a exercé, et exerce toujours, un rôle stimulant sur ses lecteurs. Comment il les engage à se mettre à l'écoute de leur propre profondeur, à dépasser leurs peurs, et par là, leurs limites. C'est le propre des grandes œuvres, celles qui permettent, de fait, de trouver un plus de vie dans un plus de sens. Il m'est évidemment impossible de rendre compte ici de l'admirable richesse d'une telle collection de témoignages formulés par des personnalités, des talents, des sensibilités extrêmement variés. Mais j'aimerais, en guise de mise en appétit, vous faire goûter quelque peu la saveur de ce livre, et je me suis donc limitée à 2 extraits, sélectionnés d'une part parce qu'ils incluent des citations d'Henri Bochot, ce qui nous permet de faire résonner ici sa voix, d'autre part parce qu'aucun de ces contributeurs n'est ici aujourd'hui, ce qui me permet d'ailleurs de ne créer aucun favoritisme parmi les nombreux autres qui sont présents parmi nous. Le premier extrait est signé par Régis Lefort, aujourd'hui professeur de littérature française à l'université d'Aix-Marseille. Il est l'auteur de la première thèse intégralement consacrée à Henri Bochot. Il y avait eu d'autres thèses avant, mais dont Bochot était une partie et pas l'unique objet de la thèse. C'est donc un spécialiste de poésie française contemporaine. Et sa contribution s'intitule « Portrait de l'homme en ami », parce qu'il a tissé avec Henri Bochot au fil du temps des liens de complicité très fortes. Régis Lefort livre des extraits de leur abondante correspondance en montrant, entre autres, comment son aîné l'a encouragé à suivre sa vocation de poète, qu'il avait au début tendance à négliger au profit de sa carrière universitaire. Par exemple, Henri Bochot lui écrit, je cite,
Ne laissez pas ensevelir l'œuvre d'écrivain que vous portez en vous par trop d'écrits consacrés aux autres et qui vous consommeraient beaucoup de temps. Un écrivain, seul devant sa table, a évidemment beaucoup moins de plaisir narcissique que celui qui participe à des conférences et à des colloques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas participer à ceci, mais qu'il faut se limiter en sachant que le plus important pour un homme comme vous n'est pas là. Régis Lefort a tenu compte de ce conseil puisqu'il a aujourd'hui à son actif, tout en ayant d'ailleurs une ample bibliographie scientifique qui montre qu'il n'a pas renoncé au plaisir narcissique des colloques. Il a 2 romans et 7 recueils poétiques à son actif, dont l'un d'ailleurs a été mis en musique par Pierre-Adrien Charpy. Et si on cherche son nom sur Google, eh bien il apparaît d'abord comme poète avant d'apparaître comme un professeur d'université. Et j'ai découvert, avec stupéfaction, que la correspondance d'Henri Beauchot avec Régis Lefort livre un secret sur une pièce de cette exposition. Il s'agit de la grande peinture en bois de 2 mètres de haut, dorée, qui se trouve à l'étage quand vous montez à main droite en haut de l'escalier. Elle a été réalisée par Henri Beauchot au moment où il habitait en Suisse, où il dirigeait un pensionnat pour jeunes filles, l'Institut Montesano. D'ailleurs, l'une de ses étudiantes nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui, et la fille d'une de ses étudiantes aussi. Je vais les mettre en contact tout à l'heure parce qu'ils se connaissent bien. Dans sa correspondance, voici ce que dit Henri Beauchot. Il explique le symbolisme de ce tableau énigmatique qu'il a intitulé « Lot et ses filles ». Et on apprend qu'on a bien de la chance de pouvoir voir ce tableau aujourd'hui parce qu'il a bien failli être détruit par Henri Beauchot lui-même qui en était déçu. Voici ce qu'il écrit. « C'est la veille du jour où j'ai terminé la version or que j'ai eu une profonde désillusion. Et j'étais sur le point de jeter dans le torrent sous notre chalet cette grande planche de bois que j'imaginais s'écroulant à travers le torrent de Turbach vers la grande rivière de la Sarine. Le fait que ma femme ait collaboré à ce tableau m'a arrêté juste au moment où j'allais le jeter, car c'était nier sa participation à ce tableau. Le lendemain, nous sommes arrivés à le terminer. Voilà, vous irez voir ce tableau si vous ne l'avez pas vu, ou revoir peut-être avec un autre regard ce tableau. Ce qu'on savait jusque-là de ce tableau, parce que Henri Beauchot l'avait raconté dans son journal, c'est que c'est précisément à propos de cette œuvre-là que son ami, le docteur Greffus, lui a conseillé de renoncer à peindre pour se consacrer plutôt à l'écriture. Et maintenant, on comprend que cet ami n'a pas dû insister beaucoup, puisqu'Henri Beauchot lui-même était tellement mécontent de son travail qu'il avait même envisagé de le fracasser au fond d'un torrent. Le deuxième petit extrait du volume d'hommage que je voudrais vous présenter concerne un poème. Et ce n'est pas n'importe lequel. C'est le dernier qu'Henri Beauchot a écrit le 17 septembre 2012. Il avait 99 ans, 99 ans et 7 mois, ce qui en soit une exception, on pourrait même dire un phénomène anthropologique sans équivalent. Le poète s'est éteint dans la nuit de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire 3 jours plus tard. D'autre part, c'est un autre magnifique poète belge qui le commente, académicien lui aussi, et également thérapeute, à savoir Philippe Lequeuch. Et voici ce poème. Indéchiffrés, les grands vols d'Amérique passent d'un continent à l'autre. Ils se croisent, ils se hérissent, mais ne se heurtent point. Salut des rives des ondes, renversant tant de mornes collines, pour rendre à chacune son sentiment de bonheur ébloui, car les herbes sont sèches. Partons, partons sans fin. Les lueurs d'Orient nous poussent vers le sud, et les grands rois tremblants conçus à l'Occident dans la sombre batterie offerte tous les soirs. Nous devons indiquer ce qui n'existe pas. Passant entre l'Argentine et les mois du désert, l'homme poursuit la terre, mais ne la détient pas.
En lisant le poème, écrit Philippe Lequeuch, j'assiste à un événement inouï. Il faut bien le dire, à une sorte de miracle poétique. Si l'homme semble écrasé par le poids de sa vie finissante, le poète, en lui, semble indemne des atteintes de l'âge. Le poème s'enracine dans la pulsion de vie qui se déploie toujours. Il témoigne d'un élan, il ouvre à un avenir, à un envol, au départ pour les Amériques, dans le vaste espace de la terre. Il vole au-dessus des mers, des montagnes, délivré de toute pesanteur. Le poète n'a pas d'âge. L'homme poursuit la terre et ne la détient pas. Le dernier vers du poème, qui est aussi le dernier vers écrit par le poète, son ultime parole, maintient le passage, l'élan, la non-fixation, la non-possession d'une chose, ici la terre. On ne saurait que la poursuivre sans la posséder. Tel est l'ultime message de l'ange du poème. Message adressé à ceux qui restent et à ceux qui vont venir. Je demeure ébahi par ce dernier poème. Une grande humilité s'empare de moi face à ce poème écrit par un homme épuisé au bord de la mort. Il nous fait don d'un infini et d'une parole qui nous allège. Chers amis, pour ma part, à la découverte des différents apports qui m'ont été proposés pour ce volume, j'ai été ébahi par ce qu'une grande œuvre comme celle d'Henri Beuchot générait en termes d'ondes de choc, par la force de ce qu'elle peut mettre en mouvement chez ses lecteurs, et qui restait jusque-là inaccompli parce que informulé. La littérature exerce un pouvoir de transformation, certes occulte, mais réel. Rappelez-vous, le fécond est-il, entre les mots, un être de silence ? Se demandait Henri Beuchot. Eh bien, ce volume d'hommage met des mots, des images, des notes de musique sur cette fécondité. Le poème Géologie que je vous ai lu posait aussi la question « L'homme, avec la terre, dans le poème, fait-il œuvre de musicien ?» Chers amis, un dernier témoignage, et non des moindres, c'est celui que vous attendez tous impatiemment, comme une promesse d'enchantement, à savoir la création de Jean-Paul Dessy, qui nous fait grâce de nous offrir aujourd'hui une composition sur le poème « L'Enfant bleu ». Il interprétera lui-même la partition au violoncelle et il sera accompagné par Olivier Douillet à l'accordéon et par le baryton Chris Balek. Cette création sera enregistrée. Aussi, je vous demanderai de vérifier dès à présent si vos GSM sont éteints. Et je vous demanderai aussi d'éviter tout bruit afin de ne pas troubler cet enregistrement. Et je vous en remercie. Avant d'écouter cette création, quelques mots sur la genèse et sur le contexte de ce poème. En tant que thérapeute, Henri Beuchot a suivi durant de longues années un jeune psychotique. Il a encouragé l'adolescent au dessin avec succès, puisque Lionel est devenu aujourd'hui un artiste dont la collection se trouve au LAM, à Villeneuve-d'Ascq. Dans l'exposition, vous aurez vu ou vous verrez la vitrine avec les monstres dessinés par le patient d'Henri Beuchot, dessin que l'écrivain a choisi pour illustrer ses propres livres. Il se fait que ce jeune garçon est traumatisé par le nombre de fautes de langue qu'il commet. Et un jour, Henri Beuchot, thérapeute, décide d'inverser les rôles. Pour aider Lionel à se débarrasser de sa peur de l'orthographe, il lui dit « Aujourd'hui, tu dictes, et je prends note, et tu verras, des erreurs, tout le monde en fait. » Lionel se concentre, et il dit « Dictée d'angoisse numéro 1. » Henri Beuchot est fasciné. Il va soigneusement garder et recopier les dictées et entreprendre de raconter dans un roman le lent cheminement de ce jeune homme fragile qui deviendra progressivement, à ses propres yeux, un artiste qui peut être fier de lui et non pas un raté qui doit avoir honte de ses manques. Ce sera la matière du roman « L'Enfant bleu », paru
en 2004. Mais avant le roman, il y a eu un long poème narratif qui raconte l'origine du traumatisme de ce garçon. Il remonte à sa toute petite enfance en hôpital, un lieu effrayant où il a été sauvé par un autre enfant, un peu plus âgé que lui, atteint de ce qu'on appelle la maladie bleue. L'enfant bleu, c'est donc celui qui ne dénigre pas les faiblesses, qui prend la main du plus petit que lui, qui apaise son effroi. Il est celui qui permet par sa seule présence de résister à un environnement hostile, une figure de l'indemne, un modèle. Tous les textes d'Henri Boschot présentent une figure de ce type, un personnage secondaire apparemment insignifiant, se révèle celui par lequel le rapport des valeurs va s'inverser, celui par lequel le héros, qui se croyait perdu, va pouvoir se retrouver. Dans le poème qui précède le roman, Henri Boschot s'interroge parallèlement sur sa mission en tant qu'écrivain, car l'écriture littéraire, phénomène apparemment dérisoire, peut aussi jouer un rôle de soulagement. Tout comme, notons-le, l'accompagnement thérapeutique ou le simple fait d'être là à chaque instant et de plus en plus. La poésie, l'art, lorsqu'ils sont mis au service de ce qu'Henri Boschot appelle le peuple du désastre, peuvent aussi soulager, peut-être même réparer le monde. Et ce peuple du désastre ne désigne pas seulement les handicapés, car à l'un ou l'autre moment, nous expérimentons tous la dévastation. Et nous pouvons tous avoir besoin d'entendre une parole qui sauve, de sentir un geste qui soutient ou d'entendre une musique qui élève. Alors je voudrais maintenant entendre Jean-Paul de Sick, je vais inviter à me rejoindre. J'aimerais l'entendre vous expliquer son propre rapport intime à ce texte qui explique pourquoi l'hommage qu'il rend aujourd'hui à Henri Boschot porte précisément sur la mise en musique de ce poème. Et donc je voudrais, Jean-Paul, commencer par te demander quel est le choc que tu as eu quand tu as découvert ce texte et pourquoi. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Effectivement, on peut parler d'un grand choc, d'un énorme choc, d'un bouleversement. Quand, à la fin de l'année, à la fin du siècle, 1999, est paru ce petit livre qui s'intitule « Exercice du matin ». Ce petit livre, je ne l'ai pas lu. À la fin de ce petit livre, il y a le poème « L'enfant bleu » qui tient une quinzaine de pages. Je ne l'ai pas lu. J'ai eu la grande chance, le privilège, et c'est peut-être comme ça que la poésie se révèle dans toute sa force, de l'entendre avant de le relire. Et je l'ai entendu par une voix extraordinaire. Celle de mon épouse, Pascale Tison, qui avait acquis ce livre, comme tous ceux d'Henri Boschot, dont elle était une amie proche, avec une relation magnifique d'amitié, une relation épistolaire. Et elle m'a lu au creux de l'oreille « L'enfant bleu ». Et c'est plus qu'un choc, en fait, parce que ce terme « l'enfant bleu », c'est celui qui me désignait comme enfant, si j'étais un enfant bleu. J'ai eu cette enfance-là. J'étais plus souvent alité que debout. Ma maman, qui a 95 ans, qui n'est pas là, mais qui est là, en pensée, a vécu le pire qu'une maman puisse connaître, puisqu'elle pensait que je ne survivrais pas, et que chaque jour était un jour ajouté. Voilà, j'étais baptisé le lendemain de ma naissance, parce que vous savez que sinon on voyage dans les limbes à jamais. Et donc, je me considère comme un miraculé. Et chaque jour est un miracle. Et chaque jour est une grâce. Et donc l'enfant bleu arrive à mes oreilles, le récit d'Henri Boschot, et ça me transperce le cœur. Qu'est-ce qu'un enfant bleu? Peut-être certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un enfant bleu. C'est un enfant qui est né avec une grave malformation cardiaque,
qui fait que le sang ne se régénère pas. Et donc, on dit qu'il est bleu. Pourquoi? Parce que ses doigts, ses lèvres sont atteintes d'une cyanose et il est effectivement un peu schtroumpfant sur les bords de ses lèvres et de ses doigts, ce qu'on remarque tout de suite. Et il est immunodépressé d'une façon extrême. Et à l'époque où je suis né, le pronostic vital n'était guère favorable. Les enfants de 4 ans qui sont à l'hôpital en chirurgie du cœur. Ce texte, vous savez, c'est les grands textes, ça. On a l'impression qu'ils sont écrits pour vous personnellement, à titre personnel, que non seulement vous les lisez, mais que vous êtes lu par eux et qu'ils vous disent. Ils vous disent quelque chose, mais ils vous disent celui et celle que vous êtes. Et donc ce texte m'a fait revenir à des années en arrière, parce que pour différentes que soit l'enfant bleu que j'étais par rapport à l'enfant bleu que Henri Beauchot évoquait, il y a des similitudes qui sont extrêmement et mystérieusement puissantes. Alors, quand j'ai eu la chance d'être invité par toi, Myriam, à écrire quelque chose en musique sur un texte d'Henri Beauchot, il n'y a pas eu une demi-seconde d'hésitation. Et donc, j'ai été rechercher ce texte pour le mettre en musique. Le cœur se serre lorsque l'on pense à eux. Le tien serait-il assez vaste? Je te remercie infiniment pour ça. Je remercie infiniment Pascal Tison qui est là et qui m'a permis aussi de vivre une relation par ses livres interposés avec Henri Beauchot, qui est une révélation libératrice, une relation libératrice. Je vous invite à lire la poésie et les romans d'Henri Beauchot, parce que à chaque fois, c'est un processus de délivrance, c'est un processus d'accomplissement, de parvenir, grâce à lui, à ouvrir des zones de nous-mêmes qui sont scellées. Et donc, je le remercie infiniment. Lui aussi, il est là, certain avec nous, là, à l'instant présent. Et donc, beaucoup de gratitude. Tu as évoqué la fragilité de l'enfant bleu et d'Orion, ce garçon qui lui aussi avait été opéré du cœur et qui était un garçon sur le chemin de crête qui sépare la raison de la folie. Et l'art, grâce à Henri Beauchot et l'écoute d'Henri Beauchot, l'a sauvé magistralement. Et il lui a fait devenir celui qu'il est, c'est-à-dire un grand artiste. La fragilité est au cœur de notre force d'être humain. Il faut la célébrer comme une grâce aussi. Et je vais vous inviter à être dans ces regards sur la fragilité pour une raison précise. C'est que là, il y aura un violoncelliste, là, il y aura un accordéoniste, et ici à la place, il va y avoir un chanteur, le baryton Chris Bellick. Merveilleux chanteur, il est là, il va apparaître. Formidable, avec qui nous avons déjà, c'est son rire, avec qui nous avons déjà collaboré et fait des choses merveilleuses. Mais vous savez qu'un chanteur, une chanteuse, c'est un funambuliste de la corde vocale, et que quand un refroidissement s'empare de notre être, on est déjà un peu chamboulé, on sent bien que les choses ne sont pas exactement dans l'horizon de santé qui devrait toujours être le nôtre. Et là, un refroidissement, un démon du froid s'est jeté sur les cordes vocales de Chris. Il va chanter dans une situation telle que celle-là. Généralement, on fait appel à une doublure, mais il va chanter pour vous. Donc, il nous offre, dans la fragilité et de cet exercice de funambulisme vocal, de créer cette pièce malgré tout. Donc, je compte vraiment sur vous pour que nous créions une espèce de creuset, d'égrégore, voilà, pour que Chris
tu sois porté par une écoute la plus aimante possible. Et je vous souhaite une belle écoute de ce poème condensé que j'ai tenté de mettre en musique.